pense que la difficulté, c'est si au bout d'un moment, t'es perçu comme le flic ou la personne qui va mettre des bâtons dans les roues, parce que mécaniquement, par moment, on va mettre des process qui font pas plaisir à tout le monde, parce qu'on fait changer des choses, ou on va aller définir des objectifs qui sont peut-être un peu élevés ou qui font pas plaisir. Et c'est nous aussi qui allons reporter sur la performance pour atteindre les objectifs qu'on a définis. Donc en fait, on est un peu perçu comme le méchant. Si on est perçu comme le méchant, faut vite désamorcer parce que c'est contre-productif. Je pense pas que ça me soit déjà arrivé, mais je pense que la difficulté du rapport aux équipes, c'est quand t'es mis dans cette position-là. Et donc justement, moi j'ai tendance à essayer d'être perçu pas comme le flic qui va mettre en place tout un tas de process, etc. et qui chamboule tout un quotidien, mais plutôt comme un allié et de faire énormément de vulgarisation et de démocratisation de non mais je suis là, oui je vais faire changer des choses, mais c'est pour vous permettre d'arriver là, c'est pas très confortable, mais je suis là pour vous aider. Généralement, les gens comprennent plutôt bien ça. Ouais. Camille, bienvenue. Alors, toi, tu es RevOps chez Swan. C'est ça. Swan, ça fait quoi ? Swan, c'est une solution, on appelle ça un BaaS. BaaS, c'est Banking as a Service, qui est un sous-dérivé de SaaS. Et Swan offre la possibilité d'intégrer des fonctionnalités bancaires chez nos clients, qui sont nos partenaires, qui eux-mêmes, du coup, vont permettre à leurs clients d'utiliser ces fonctionnalités bancaires. Ça peut être des comptes bancaires, ça peut être des virements SEPA, ça peut être des cartes bancaires en débit, tout ce genre de fonctionnalités. Et donc ça, c'est une grande partie de la proposition de valeur de Swan, de permettre d'avoir ces fonctionnalités-là en marque blanche. Et à côté de ça, Swan a l'expertise du monde du SMB banking et de toutes les régulations qui vont avec, qui permettent notamment à nos partenaires de ne pas devoir gérer toutes ces parties-là. Moi, comme je te le disais, j'ai réellement compris la proposition de valeur de Swan parce que donc chez Bulldozer, on est client Penny Lane. Et on utilise notamment le compte pro Penny Lane. Ouais. Et donc, en utilisant le compte pro Penny Lane, c'est Swan derrière. Exactement. Et en fait, je te disais, j'ai capté la proposition de valeur de Swan le jour où j'ai reçu le texto de validation de transaction. Et effectivement, sur le texto, c'est précisé que c'est Swan. Et donc, c'est là où je me suis dit, ah, mais ok, d'accord, j'ai compris, effectivement. Et pour le coup, ça m'avait vraiment surpris à quel point ça avait été rapide pour Penny Lane de sortir un compte pro. Et je m'étais dit, mais comment ils ont fait une chose pareille ? Mais du coup, effectivement, ça permet de lancer des choses très rapidement, quoi. Exactement. Si Penny Lane avait dû créer toute leur base de fonctionnalités eux-mêmes et s'ils avaient dû gérer toutes les régulations qui vont avec, ils auraient probablement mis beaucoup plus de temps. J'imagine que ça doit avoir ses avantages, mais honnêtement, je pense que les avantages de passer par Swan sont beaucoup plus importants. Oui, si tu fais un calcul risk-reward, en réalité, voilà. Ah oui, non, pas de photo. Excellent. Alors, moi, je voulais faire un épisode un petit peu particulier sur le métier de RevOps. Ouais. C'est pour ça que tu es là, puisque on en parlait en off, mais je pense que c'est un métier trop peu connu. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent de nom, mais ne savent pas exactement ce qui se cache derrière. Ouais. Et donc, première question un peu vaste, mais c'est quoi le métier de RevOps ? Et alors, la particularité, c'est que déjà, pas grand monde connaît le métier. Quand les gens connaissent le métier, ils connaissent vaguement de nom. Mais en fait, le métier de RevOps d'une entreprise à l'autre, il peut varier. Okay. RevOps, ça porte bien son nom, c'est des opérations liées aux revenus. Au sein de RevOps, on peut avoir des sous-catégories qui sont spécifiques à certains métiers, des Sales Ops, des Marketing Ops, des CS Ops et d'autres. Et le métier de RevOps, c'est globalement de se greffer à une équipe revenu, une équipe GTM, et de permettre à cette équipe de mieux se développer. Pour ça, on a différents leviers, on a des process, on a de la data, on a de la stratégie, on a tout un pan d'enablement, de formation pour les équipes. Mais notre métier, c'est vraiment de s'assurer que l'équipe est à son top en efficacité, à son top en termes d'outils et de leviers à sa disposition pour vraiment atteindre le maximum de valeur qu'ils puissent atteindre. Je m'explique, une équipe sales,
leur vraie proposition de valeur, c'est de vendre. S'ils doivent aller se soucier de copier-coller tout un tas de choses à la main, de s'assurer que tous leurs documents, ils ont bien été écrits, que la data, elle est nickel chrome, que peu importe, en fait, ça leur prend énormément de temps sur leur bande passante pour faire autre chose que vendre. Et donc, nous, notre job, c'est de s'assurer que toutes les petites tâches du quotidien qui peuvent être soit automatisées, soit industrialisées, soit passées à l'échelle, peu importe, que ce soit optimisé justement pour faire en sorte que ces équipes-là puissent se concentrer là où ils ont réellement de la valeur. Et c'est la même chose pour la stratégie, c'est la même chose pour la data, c'est rendre accessible tout ce qui peut leur être accessible pour qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire de mieux. Ok. Concrètement, si on devait raisonner en termes de, tu vois... objectif, OKR, peu importe. Tu vois, ça me semble... On parlait de l'équipe sales. Avoir un OKR pour une équipe sales, c'est tu dois closer tant. Avoir une équipe sur la partie équipe market, tu dois avoir généré tant de leads, etc. Sur une fonction comme la tienne, tu vois, la manière dont tu présentes les choses, ça semble être une fonction qui est relativement back-office, tu vois, on va appeler ça comme ça. Et du coup, concrètement, c'est quoi... Sur quoi est-ce que vous êtes objectivé ? En fait, on fonctionne en mode projet. Il y a un énorme pan de la fonction RevOps qui est vraiment purement du project management. Du livrable. Du livrable. On va construire nos roadmaps sur des projets qui sont plus ou moins gros. On a du run, de gestion de KPI, de reporting, de s'aligner sur la strat, de performance, forecast, etc. Mais on a des projets. Et donc moi, typiquement, à la fin du semestre ou de chaque trimestre, on va aller regarder, ok, on avait dit que tu allais faire ça. Est-ce que tu l'as fait ? Oui, non. C'est aussi basique que ça. Il y a des équipes RevOps, il me semble, j'ai jamais été dans ce cas-là, qui sont incentivées aussi sur, par exemple, la croissance du revenu, la croissance de la RR, l'atteinte des objectifs de l'équipe sales ou marketing ou autres qui supportent. Parce que mécaniquement, indirectement, ce qu'on fait, c'est censé permettre aux équipes de mieux performer. Ça peut être vu comme logique, parfois ça peut être injuste aussi parce qu'en fait il y a des leviers sur lesquels nous on n'a pas d'influence et donc potentiellement notre variable il peut être touché par ça. Et autre chose, c'est que potentiellement, il y a beaucoup d'équipes RevOps qui n'ont pas de variable. Si tu as un variable, en fait l'atteinte de tes objectifs, au mieux qu'il soit facilement quantifiable et identifiable. Si t'as pas de variable, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, mais c'est moins critique de correctement mesurer au pourcentage près l'atteinte de tes objectifs. Ok. C'est un rôle aujourd'hui que je vois exclusivement, je dirais, dans plutôt des scale-up. Oui. Plutôt boîte tech, forte croissance, où on sent c'est le moment du passage à l'échelle. Est-ce que pour toi, c'est un rôle qui pourrait aussi avoir son importance, tu vois, dans d'autres... circonstances, tu vois, même petite boîte ou voilà, c'est question un peu ouverte, mais potentiellement oui, mais ce serait pas exactement le même métier. S'il devait y avoir deux volets au métier de RevOps, t'as la partie optimisation, s'assurer que globalement l'équipe elle passe à l'échelle correctement et elle se concentre sur ce qu'elle fait, et l'alignement entre une strat très stratégique des C-level, des VP et le terrain. Ce besoin d'alignement, il existe moins dans une toute petite boîte parce qu'ils se parlent. Dans une boîte de 30 personnes, le CEO, il peut parler à son sales sans problème, il voit très bien ce qui se passe sur le terrain. Et ce besoin d'optimisation de tout ce qui se fait, d'industrialisation des outils, d'industrialisation des process, de construction de bases de données qui sont hyper fiables, de reporting, etc. Pareil, il y a moins de besoins parce que quand tu as 2 sales, c'est assez facile sur ton Excel. Oui. Donc en fait, le métier, je pense qu'il serait pas le même et il se rapprocherait peut-être d'un métier de VP Sales qui a un peu couteau suisse, qui fait peut-être un peu de sales, un peu de RevOps, un peu de CRO, un peu de marketing, mais il serait pas purement RevOps dans une plus petite boîte. Et justement, moi, je trouve, quand je regarde des jobs et que je suis en recherche de job, par exemple, je vais aller regarder des boîtes qui sont au début de la courbe de scale. Parce que je sais que c'est là où, je vais avoir le plus d'impact et où je vais m'éclater le plus. Ouais. Ça me fait réaliser, tu vois, chez Bulldozer, on est une équipe, sur la partie équipe commerciale, on est 4 personnes. Ouais. Et en fait, je suis en train de réaliser que finalement, on a un peu une espèce de roadmap
de choses à faire, les dashboards à construire, les automatisations à faire, blablabla. Ouais. Et en fait, on s'est un peu tous réparti le travail et on est encore dans cette taille où on peut se permettre de se répartir le travail en fonction des connaissances techniques de chacun, etc. Et au pire, si on a besoin d'un soutien, on a notre CEO qui va venir parce qu'il connaît très bien les automations, tout ça. Et ça fait le job. Par contre, en effet, si demain on cherche à passer à l'échelle cette équipe, ce sera plus possible. Non, tu pourras pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Swan. Moi, quand je suis arrivée chez Swan, je suis arrivée pour me greffer à une équipe particulière qui fait globalement toute la partie account management. Avant que j'arrive, eux, ils avaient notamment des OKR sur des projets stratégiques. Donc, ça pouvait être lié à de la data, lié à de la documentation, lié à des onboarding, enfin, peu importe. Et ils avaient la capacité de gérer ça parce qu'ils avaient moins de partenaires à gérer, potentiellement plus de bandes passantes. Et en fait, j'ai été recrutée pour notamment les délester de cette partie-là et qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, l'account management, et qu'ils arrêtent d'avoir des trucs à droite à gauche. Et donc ça fait partie aussi du job de pouvoir prendre ce genre de choses. Mais je pense très sincèrement que tu peux avoir des RevOps sur des équipes plus petites, juste ce sera pas le même métier. Et ça revient sur ce que je disais au début, c'est que d'une boîte à l'autre, le RevOps il va être soit un peu couteau suisse comme on pouvait l'être en gros il y a 10 ans, soit très stratégique, soit un peu plombier en mode non mais en fait c'est un RevOps qui va gérer que de l'automatisation. Donc d'une boîte à l'autre ça peut varier. J'utilise aussi le nom de plombier pour parler de ce type de sujet. Ça m'horripile les gens qui disent non mais t'es RevOps mais tu peux pas m'automatiser ça en 2 secondes. Je dis non mais oui je peux mais c'est pas là où j'ai le plus de valeur s'il te plaît. C'est clairement le travail de plombier. Ok. Je pense qu'il y a aussi un point qui est important dans ce que tu mentionnes, c'est le besoin de rapidité en fait. C'est quand tu es une boîte qui grossit de manière continue, tu franchis les étapes les unes après les autres, en fait, potentiellement, en répartissant le travail au sein d'une équipe, etc., on va pouvoir arriver à... Ouais. Mais quand tu es vraiment en phase de scale, que les choses elles vont très très vite et qu'à un moment donné, tu dois optimiser tes ressources, tes sales, si tu veux qu'ils soient focus sur le closing, parce que de toute façon, il y a beaucoup à traiter. Il va falloir que tu recrutes des gens et tout. Et donc, c'est là où je pense que le métier de RevOps, c'est aussi pour ça qu'on les trouve en majorité dans les scale-up, c'est pour faciliter cet enjeu de rapidité d'exécution en fait. Oui, de rapidité, mais au-delà de ça, d'efficacité. C'est-à-dire que si tu regardes une logique purement de funnel, tu vas la regarder, ok, est-ce que j'ai des bons taux de conversion, mais ok, il y a combien de temps entre chaque étape et comment est-ce qu'on fait pour que chaque étape soit vraiment au maximum de son potentiel. Ça inclut la rapidité, ça inclut, ok, quelles sont toutes les espèces de petites tâches un peu parasites que les fonctions devraient ne pas faire, lesquelles on peut automatiser, lesquelles on peut intégrer chez RevOps, lesquelles... Voilà. Et donc effectivement, c'est là où il y a une grosse valeur du métier. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Petite question particulière, mais t'as un parcours qui est pas du tout en fait. Tu vois, si on prend. Donc toi, t'as fait Sciences Po, des études de philo. Oui. Comment. Pourquoi Pourquoi je ne sais pas la question à poser, tu vois, mais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là, tu vois ? Et bah, tu vois, c'est assez intéressant parce que j'ai eu un appel la semaine dernière avec une fille qui est en gros outbound et qui m'appelait justement pour me dire est-ce que tu peux m'expliquer comment on devient RevOps ? Et la conversation est lunaire parce que je lui dis je sais pas. Et en fait, je pense que, et c'est aussi pour ça que j'avais été chez Albus, c'est que
la vérité aujourd'hui, c'est que la majorité des RevOps sont des autodidactes qui viennent de fonctions plus ou moins proches. Soit c'est des anciens sales, soit c'est des anciens marketeurs. C'est très souvent des anciens sales, ou alors c'est des anciens grosses qui ont un peu viré sur la partie purement opération sans devoir créer de pipe. Et pour moi, en fait, mon premier job, j'étais grosse chez Germinal. C'est là où j'ai compris, voilà, toutes les logiques de pipe. En plus, j'avais la chance de pouvoir voir tout ce qui fonctionnait dans différents types d'entreprises. Donc, je fais l'éponge, j'engrange. Et puis, je savais faire un peu d'automatisation. Et puis, je comprenais un peu des logiques de data. Je fais un peu de reporting. Et en fait, de fil en aiguille, j'étais grosse ops, marketing ops, parce que je comprenais bien les métiers du marketing et que c'est de là que je viens. Et j'ai récemment shifté entre Pigment et Swan de marketing ops à RevOps, où je gère pas juste les opérations du marketing. Et je pense que la vraie... comment est-ce que j'en suis arrivée là ? Je pense que je suis juste un peu geek, en fait, et que j'aimais bien les automatisations, j'ai une appétence pour la data, que j'avais pas, bizarrement, au moment où j'ai fait mes études et j'étais très littéraire. En fait, je devais avoir cette fibre-là, qui fait que je me suis retrouvée là-dedans. Et par contre, je suis très organisée, très carrée, et donc quand il s'agit de faire du project management, ça file doux. Ok. Voilà. Okay. Et je pense que ça, c'est... S'il y a une qualité à avoir, c'est ça. Oui, de toute façon, globalement, les métiers Ops, voilà. c'est le prérequis. C'est si t'as pas cette organisation, cette structure, en fait. Voilà. T'es pas créa, quoi. T'es pas. Oui, complètement. Et si tu devais résumer ce que t'aimes le plus dans ton job, c'est quoi ? Je pense que c'est le côté carré, c'est logique, c'est. En fait, je pense qu'au quotidien, je suis dans une logique d'optimisation. Oui. Et donc, mécaniquement, c'est un peu... je vais prendre une métaphore con, mais c'est comme une espèce de synesthète qui voit, oh là là, en fait, la couleur verte, je l'entends comme Beethoven ou Bach ou peu importe. Et moi, quand je vois un process, c'est comme si je voyais les problèmes d'optimisation qu'il y avait. Je me dis, mais en fait, ça me titille, il va falloir optimiser tout ça. Et ma plus grande frustration, c'est d'être qu'une seule personne et d'avoir un temps limité par jour et de pas pouvoir le faire en un claquement de doigts. Donc en fait, en 2 secondes, je vais avoir une roadmap qui peut me durer 2 ans. Okay. Et donc je pense que c'est ça mon dada, en fait. Ok, je comprends. Honnêtement, c'est vraiment une forme de maniaquerie, quoi. Je dis mais attends, mais c'est pas possible, ils font ça tous les jours au quotidien manuellement. Non. Non. Je comprends ce truc là. Ok, tu dirais, t'as en partie répondu à la question, mais pour toi c'est quoi qui fait un bon RevOps, et notamment si tu devais recruter une RevOps, qu'est-ce que tu regarderais ? Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être logique, qui est logique, carré, ce que je disais tout à l'heure, qui peut correctement mener un projet de A à Z, mais qui a une bonne compréhension dans un cadre RevOps, donc sur une équipe GTM, à quoi est-ce qu'il va falloir que je fasse attention d'un point de vue gestion de projet. Donc t'as tout le scoping du projet, t'as comment tu le déroules et t'as comment tu fais en sorte que derrière les équipes elles l'absorbent correctement, enablement et tutti quanti. Donc ça pour moi c'est un premier point qui est hyper important. Mais le deuxième point pour moi, et c'est ce qui fait toute la valeur du RevOps, c'est que beaucoup de gens oublient, le RevOps c'est pas juste là pour optimiser des process et faire vraiment que de la plomberie. La vraie valeur du RevOps, c'est justement qu'il est dans le terrain avec les équipes, on parle aux équipes, on comprend comment elles fonctionnent. Généralement, comme on vient de ces métiers-là, on sait exactement ce qu'ils vivent. Typiquement, dans mon cas, quand j'étais marketing ops, j'ai bourriné du marketing, je comprenais très bien les problématiques du métier. Les frustrations, donc en fait, etc. les frustrations, la réalité du métier versus quelqu'un qui le regarde de loin et qui dit non mais fais des leads. Et donc on est dans le terrain, mais à côté de ça, on parle suffisamment avec des directeurs, des VP, des C-level, et on a une vision stratégique de la boîte, on est mis dans la boucle de pas mal de sujets stratégiques, qui fait qu'on a la capacité de faire rejoindre ces 2 univers. Et donc pour moi un bon RevOps il doit avoir cette espèce de double casquette de se dire ok je comprends le terrain, j'optimise, je fais toutes ces choses là pour les équipes, mais par contre j'ai la vision un peu plus macro, un peu plus lointaine de ok ils sont là, on va les mener là, voilà comment je vais faire.
Et ça, pour moi, c'est pas grave si un RevOps, il a pas nécessairement fait du marketing, il a pas nécessairement fait du sales, il vient peut-être pas de là, c'est juste, il a cette capacité d'avoir une vue un peu macro et une vue micro. Zoom in, zoom out. Exactement. Ouais, je suis d'accord. En fait, pour moi, d'ailleurs, c'est vraiment un des sujets... Bon, cette capacité zoom in, zoom out, c'est vraiment, je trouve, une compétence qui est... Je ne sais pas si elle est compliquée à obtenir, en tout cas, elle est rare. Je trouve qu'elle est globalement trop rare dans les organisations. Et bon, après, moi, j'ai peut-être un biais parce que via Bulldozer et le fait de faire de la prestation auprès des entreprises, c'est un peu une nécessité au quotidien pour nous de constamment, avec nos clients, être dans cette capacité de zoom in, zoom out, parce que c'est aussi de là que vient la valeur de l'accompagnement. Mais je me rends compte quand même que c'est une compétence assez rare et tu vois, on avait discuté il y a quelques mois où, justement sur le sujet RevOps, voilà, tu venais de quitter Pigment et c'était le truc qui m'avait marqué dans notre conversation, je t'avais fait la remarque d'ailleurs, c'est je sentais que de par notamment la position de RevOps, du coup c'était logique le fait de constamment être zoom in, zoom out et ça m'avait marqué. Je m'étais dit ok, cette compétence là que je considère rare, j'ai pas l'occasion de discuter tous les jours avec des RevOps. Là je discute avec toi et je le vois et du coup je me disais ah ouais, je sens que c'est effectivement une compétence qui est vraiment nécessaire dans le métier de RevOps, tu vois. Qui est nécessaire, mais il faut qu'on nous en donne l'occasion. C'est-à-dire que tu vas avoir des boîtes où on va te cantonner à la partie micro, où on va te cantonner à la partie macro, et on va te dire non, c'est pas ton rôle d'aller voir ailleurs. Moi, je pense personnellement, mais c'est très subjectif, que là où on a le plus de valeur, c'est si on arrive à faire ça et si on nous en donne l'occasion. Mais pas toutes les boîtes le font. Mais effectivement, si on nous en donne l'occasion, et parfois il faut batailler un peu en interne et faire un peu de lobbying pour justement avoir cette position-là. Mais quand on l'a, ça a énormément de valeur et effectivement les RevOps deviennent idéalement placés pour faire ce zoom in zoom out comme tu le dis très bien. Ouais. Ça m'intéresse qu'on creuse un tout petit peu ce truc parce que en effet il faut en donner les moyens. Ouais. Mais si tu devais vendre à du management le fait de justement permettre aux RevOps ce truc-là, comment est-ce que tu présenterais la chose ? En fait, la meilleure manière de faire ça, c'est d'avoir un champion en interne. Généralement, ça va être un C-level. Typiquement, toi, t'arrives et on te dit t'as ta casquette d'ops, tu fais tout ce que tu fais. Et t'essayes, par exemple, d'aller justement prendre cette position stratégique et d'avoir ces deux scopes-là. La meilleure manière de faire ça pour moi, c'est d'avoir un champion en interne. Donc si t'es MarketOps, ça va être le CMO. Si ça peut être le VP Sales, ça peut être le CRO, quelqu'un qui pige ou avec qui tu t'entends bien ou avec qui t'arrives à faire comprendre que j'ai de la valeur là. Parce que tu lui montres par A plus B via des conversations, parce qu'il te connaît, parce qu'il l'a déjà vécu, peu importe. Et à partir du moment où t'as ce champion là, t'as une brèche. Et je parle de brèche dans le cas un peu extrême où tout le reste de l'exco est hyper réfractaire et c'est non et peu importe. Très souvent c'est pas le cas, mais c'est juste ça te permet d'avoir quelqu'un qui va dire ah non mais attendez, vous voulez qu'on fasse ça, mais est-ce qu'on pourrait pas demander l'avis des RevOps s'il vous plaît. Et quelqu'un qui va t'inclure dans la conversation en fait. Et au fur et à mesure ça fait effet boule de neige et tout le monde se dit ah. Et en fait c'est drôle parce que j'en parlais avec le RevOps lead de Swan récemment. Il y a un équilibre assez difficile à trouver entre t'es complètement exclu des sujets et finalement tu finis par te faire un peu chier et en fait tout le monde voit ta valeur et t'es bombardé de tout ce qu'ils trouvent et en fait tu te retrouves avec une to-do qui n'a ni queue ni tête et il faut trouver ce juste milieu et justement savoir dire non, de dire ok non mais ça sert à rien ou ça c'est pas RevOps, va le filer à quelqu'un d'autre et de rester sur ok mon territoire c'est là où j'ai de la valeur et je vais pas aller prendre tout ce qu'on me donne parce que sinon au bout d'un moment tu fais tout et n'importe quoi. Ouais,
Et en même temps, tu peux être pris dans l'engrenage un peu excitant de te dire je suis sollicité, j'ai envie de rendre service, etc. Et c'est la spirale infernale. Je l'ai déjà fait et c'est vraiment à double tranchant parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves à faire la petite main sur des trucs où en fait, non mais c'est trop cool et tu m'aides et toi t'es en mode oui, j'ai envie de rendre service et j'ai envie de montrer que j'ai de la valeur. Et au bout d'un moment, tu te retrouves à faire tout un tas de trucs qui sont vraiment pas nécessaires, où t'as peu de valeur ajoutée, qui certes rendent service aux équipes, mais au bout d'un moment, quand ça fait 1 an que tu les fais, tu te dis non mais en fait c'est pas moi qui suis censé faire ça, moi je peux faire autre chose quand même. Oui. Ok. T'as une routine de RevOps, tu vois, c'est quoi la routine d'un RevOps ? Ça dépend des équipes en fait. Ça dépend des équipes que tu supportes et ça dépend de stade de la boîte. Mais moi par exemple, ma routine, toutes les semaines, je vais aller checker des chiffres et je vais aller checker l'hygiène de mon CRM. C'est globalement les 2 trucs que je m'assure en permanence, ça tient la route. Est-ce que les propriétés sont bien mises à jour ? Est-ce que j'ai pas des dates dans le passé alors qu'elles faudrait qu'elles soient dans le futur ? Est-ce que on est où en termes de chiffres ? Notamment parce que quand tu construis un budget, t'as tout un tas d'hypothèses et donc ça me sert de papier à musique pour voir si on est dans les clous. Si on n'est pas dans les clous, pourquoi ? Et donc moi, de manière hebdomadaire, je vais aller voir les équipes et je vais leur dire en fait, là on n'est pas dans les clous. Est-ce qu'on a une justification ? Si oui, c'était anticipé, peut-être que oui, peut-être que non. Si on est que la première semaine du mois, en fait, c'est pas très alarmant parce que y a encore quelques semaines. Si c'est juste à la fin, on se dit peut-être qu'on va pas taper l'objectif, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller gratter, etc. Donc c'est un peu ça ma routine, ce qu'on appelle le run du RevOps, c'est qu'au quotidien, de manière hebdomadaire, on va aller checker ça. Et puis après, t'as le run hebdomadaire, t'as le run mensuel. Donc, à la fin de chaque mois, tu vas aller mettre à jour la performance par rapport aux objectifs. Tu as le run trimestriel, tu as le run semestriel. Semestriel, tu as par exemple la planification de l'année qui arrive, le reforecast, ce genre de choses. Ok, et voilà. Tu disais la data que tu check. Ouais. C'est quoi la data que tu check ? Encore une fois, ça dépend de l'équipe. Typiquement, chez Pigment en Marketing Ops, j'allais aller regarder l'état de mon funnel, le volume de leads, de MQL, de rendez-vous pris par les sales, le pipeline et le closing lié au marketing. Donc vraiment une logique très funnel. Ouais. Les taux de conversion. Les taux de conversion, les volumes en nombre pur. Où est-ce qu'on en est, notamment par rapport au target. Et typiquement aujourd'hui chez Swan, donc je suis dans une dynamique un peu différente où on va aller regarder dans le business model de Swan, je vais aller regarder combien est-ce que de comptes bancaires ont ouvert nos partenaires les plus importants. Est-ce qu'on est dans les clous par rapport à ce qu'ils avaient prévu et prédit et ce que nous on avait prévu. Et de manière mensuelle, je vais aller regarder il y a tant de revenus qui a été généré sur telle région, sur tel partenaire au global, etc. Ok. La toolbox, t'as mentionné la data, donc j'imagine que c'est outil de BI. Ouais. CRM. Ouais. T'as un petit préf ? Oui, moi je suis une fan d'HubSpot. En bonne marketeuse. Voilà, j'allais dire, dans ce podcast, généralement les gens aiment plutôt bien HubSpot, ouais. Oui. Ok. Et à côté de ça, c'est quoi un peu les gros outils que tu utilises ? Aujourd'hui, alors j'ai un petit faible quand même pour Notion parce que je suis une grande fanat de documentation. Donc le côté rigueur. Voilà. J'ai HubSpot. Là, en l'occurrence, je vais avoir un deuxième CRM pour la partie relation client qui s'appelle Planat. Et de manière générale, des outils d'automatisation, tu vois, N8N, Zapier, quand vraiment j'ai pas la possibilité d'être sur N8N ou Make. Voilà. Mais honnêtement, j'ai pas une énorme toolbox. Ça m'arrange d'ailleurs de pas avoir trop d'outils. Ouais. Sinon, ça fait trop d'intégration, trop de... Ouais. Ça me saoule. Oui, en fait, finalement, ça fait aussi partie de ton job de rationaliser au maximum le nombre d'outils, etc. Ouais, faut trouver l'équilibre entre... là, en fait, on est tout en train de faire à la main dans des Excel et dans des Google Docs. Est-ce qu'on peut peut-être prendre un outil, s'il vous plaît, pas tomber dans l'extrême inverse où on a des outils pour tout.
les intégrations, globalement, au bout d'un moment, ça pète, on le sait, donc c'est pas la peine, quoi. Donc faut trouver le bon juste milieu, mais moi, honnêtement, avec un HubSpot et un Notion et un outil d'automatisation et un BI, ça me va. Ok. Toi, tu as un rôle du coup qui est globalement assez central et tu as la nécessité au quotidien d'être au contact des autres équipes parce qu'on voit bien que en fait, c'est vraiment un travail collaboratif avec les autres équipes. Comment est-ce que tu travailles avec les autres équipes? Parce que tu vois, tu mentionnais le fait qu'il faut identifier les problèmes que tu es en mesure de régler, etc. Ouais. J'imagine qu'il y a la majorité des gens en fait, qui ne savent même pas qu'il est possible de faire ce que tu vas leur suggérer, tu vois. Donc comment est-ce que tu travailles au quotidien avec les équipes pour identifier les besoins, pour aussi venir leur pousser les changements, tu vois? Ouais, j'allais prendre une métaphore animalière de je sais plus quel oiseau qui s'intègre dans le nid des autres oiseaux, je crois que c'est le coucou qui... Bref, globalement, je m'intègre à l'équipe. Je deviens une partie intégrante de l'équipe, donc je suis leur même routine, je suis dans les weekly, j'ai des one-one avec le directeur de l'équipe, enfin, je me greffe vraiment à cette équipe. Donc j'ai mes routines de RevOps d'un côté et j'ai les routines de l'équipe de l'autre. Et à côté de ça... je me positionne de manière active, donc je le dis, je leur redis, je partage des informations comme le point de contact quand ils identifient des problématiques. Pas pour être le bureau des pleurs, mais plus en mode, si tu identifies que, notamment sur certains moments où je me dis, faudrait peut-être optimiser ça, je leur dis d'ailleurs, si vous avez des feedbacks là-dessus, dites-le moi, que ce soit sur de la data, sur des process, peu importe. Et donc, au fur et à mesure, t'es identifié comme le point de contact ou la personne à aller voir parce que ils ont identifié ça, ou il y a ça qui fonctionne pas très bien, ou ils ont du mal à gérer leur quotidien. Et mécaniquement, j'arrive à engranger de l'information. Et donc, j'ai un backlog d'idées, soit à l'écrit, soit dans ma tête. Et au bout d'un moment, ça me permet de mieux construire tout ce que j'ai à construire. Ok. Et c'est quoi les challenges au quotidien sur, justement, la relation aux autres équipes ? Je crois que j'en ai pas trop, honnêtement. Ouais. Je pense que la difficulté, c'est si au bout d'un moment, t'es perçu comme le flic ou la personne qui va mettre des bâtons dans les roues, parce que mécaniquement, par moment, on va mettre des process qui font pas plaisir à tout le monde, parce qu'on fait changer des choses, ou on va aller définir des objectifs qui sont peut-être un peu élevés ou qui sont pas idéales, enfin qui font pas plaisir, et c'est nous aussi qui allons reporter sur la performance pour atteindre les objectifs qu'on a définis. Donc en fait on est un peu perçu comme le méchant. Si on est perçu comme le méchant, faut vite désamorcer parce que c'est contre-productif. Je pense pas que ça me soit déjà arrivé, mais je pense que la difficulté du rapport aux équipes, c'est quand t'es mis dans cette position-là. Et donc justement, moi j'ai tendance à essayer d'être perçu pas comme le flic qui va mettre en place tout un tas de process, etc., et qui chamboule tout un quotidien, mais plutôt comme un allié, et de faire énormément de vulgarisation et de démocratisation de... Non mais je suis là, oui je vais faire changer des choses, mais c'est pour vous permettre d'arriver là, c'est pas très confortable, mais je suis là pour vous aider. Généralement, les gens comprennent plutôt bien ça. Ouais. Et les gens qui le comprennent pas, faut y aller un peu plus dur, mais globalement ça va. Oui, mais c'est vraiment se mettre dans une posture de partenaire vis-à-vis des autres parties prenantes, quoi. Complètement. Mais d'ailleurs, moi, quand j'explique, d'ailleurs, je crois que c'est ma tagline LinkedIn, mais je suis un partenaire stratégique à des C-level sales et marketing. Je suis pas juste en opération. Il y a vraiment cette dimension de je me greffe à un leader à un moment qui a besoin de développer son équipe, et je peux être mobile dans une équipe GTM. Donc là, actuellement, je suis sur l'account management. Si dans 3 ans, on veut me mettre sur le marketing parce que le marketing a besoin de quelque chose de particulier, je suis mobile. Enfin, j'ai vraiment cette dynamique de, à un moment T, je me greffe. Un peu comme du consulting en interne, finalement. Oui, c'est un peu ça. Non, mais c'est pour ça que c'est vraiment la vision partenaire, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu te mets en partenaire, évidemment que tu vas avoir cette posture un peu consultant vis-à-vis des autres parties prenantes, etc. Ok. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais que j'aimerais un petit peu creuser. C'est dans ton métier, tu as à la fois la partie stratégie, tu as à la fois la partie très ops, petite main, sans que ce soit péjoratif. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse, qui est il faut que tu sois capable de pouvoir travailler sur ces 2 niveaux-là. En même temps, c'est un métier qui est pas très compris, pas très connu. Et donc,
généralement, quand on comprend pas trop quelque chose, on essaye de simplifier au maximum les choses et je pense que ça doit être assez naturel qu'on te cantonne soit à des sujets stratégiques, soit à des sujets opérationnels, notamment parce que voilà. Ouais. Comment on s'assure que même en interne, il y a un alignement sur ce que tu es capable de faire, pas faire, comment te positionner dans l'organisation, tu vois? C'est pas facile. Honnêtement, je pense que c'est de la communication. Hein. C'est en permanence, on est censé vulgariser ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, là où on a réellement de la valeur, et d'être en mesure de prioriser. Ok, non mais certes, il y a tout ça à faire. On va le prendre petit bout par petit bout. Et puis après, mécaniquement, moi, il y a des choses que je sais pas faire dans le sens où je les ai pas déjà fait, mais instinctivement, c'est pas sorcier. Oui. J'ai les bons mécanismes en tête, je vais savoir le faire. Et il y a d'autres trucs pour le coup que je ne sais pas faire. Je me forme quoi. Je me forme avec les personnes qui savent faire en interne, je me forme avec les gens qui savent faire en externe, je me forme en faisant des interviews avec les équipes. Et au fur et à mesure, je teste, et au bout d'un moment, je vais le craquer, le truc, quoi. T'as vécu 2 expériences qui sont différentes, tu l'as quand même dit, Pigment versus Swan, où Pigment était plus côté marketing, là, plus côté post-closing. Ouais. Malgré tout, j'imagine que tu observes déjà des points communs sur les problèmes un peu récurrents, tu vois, que tu retrouves un peu dans toutes les organisations et sur lesquels tu sais que tu vas avoir un impact un peu important. C'est quoi globalement les gros sujets sur lesquels il y a des optimisations à faire? Globalement, c'est une logique de funnel, quoi. C'est que tu passes de telle étape à telle étape à telle étape à telle étape. Quels sont tes taux de conversion? Comment tu passes de telle étape à telle étape? Comment tu le traques? Et comment est-ce que tu vas ensuite, à partir du moment où c'est traqué, déjà c'est pas forcément évident parce que il faut mettre les outils, les trucs, que tout le monde s'aligne sur oui on est d'accord, il y a 5 étapes et pas 12 et pas 15. Et à partir du moment où c'est mis en place, il faut avoir suffisamment de recul, donc à minima 6 mois, et encore je suis gentille, de data pour te dire ok ma tendance elle est là, comment est-ce que je fais pour l'amener là ou l'amener là, en termes de taux de conversion, en termes de vélocité, en termes de tout un tas de choses. Donc ça c'est une problématique commune, peu importe où est-ce que tu le prends. Et après, il y a des problématiques qui sont intrinsèques à de l'organisation, c'est vrai dans des équipes GTM, mais c'est vrai dans d'autres types d'équipes, qui sont s'assurer, j'appelle ça l'everboarding, je sais pas si c'est un vrai mot. J'ai jamais entendu ce mot. C'est pas de l'onboarding, c'est pas de l'offboarding, c'est juste tu t'assures que les personnes qui sont là depuis 2 ans, les personnes qui sont là depuis 4 mois, ont le même niveau d'information en permanence. Et donc c'est de l'enablement en fait, c'est s'assurer que le même niveau de connaissance soit dans toutes les équipes, parce que c'est à l'écrit, parce qu'il y a des trainings et du coup il y a personne qui est à la traîne ou personne qui est trop en avance, et donc ça te permet aussi de t'assurer qu'il y a un bon alignement. Et une autre problématique qui est systématique, c'est l'alignement entre les équipes. Dans une équipe GTM, t'as des égos, t'as des objectifs différents, des perspectives différentes, des prismes de pensée stratégiques différentes. Et mécaniquement, on va avoir, si on fait pas gaffe, des équipes qui partent comme ça. Moi, j'ai déjà vu une équipe marketing qui se dit « Bah non, mais moi, mon objectif, c'est d'aller là-bas ». Et l'équipe sales qui va, mais à l'inverse. Et en fait, là, il faut prendre les deux, tu les mets dans la même salle, tu dis parlez-vous, vous vous alignez, il peut y avoir peut-être un objectif qui diffère, mais globalement, vous devez aller dans le même sens, sinon on va tous dans le mur. Et donc ça, pareil, peu importe l'entreprise, l'alignement des équipes, l'alignement des objectifs est hyper important. Et c'est, encore une fois, c'est là où le RevOps a énormément de valeur, c'est que on a cette dimension stratégique, on comprend la stratégie globale de la boîte, la direction, les réflexions vraiment du leadership, et on a la réalité du terrain, et donc on peut se dire non mais ok, cette direction-là, elle est cohérente, et on peut aller la suivre. Tu vois, tu mentionnais le côté enablement, et plusieurs fois là pendant notre échange, je pensais au rôle de sales enablement. Oui. Et en fait, je me disais, c'est vrai que
pour moi, tu vois, le rôle de Sales Enablement, c'est un rôle qu'on trouve beaucoup dans les équipes commerciales, mais qui a une grosse particularité marketing en réalité, je trouve. Et généralement, le rôle de Sales Enablement, c'est un rôle qui est génial justement pour faire le pont entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Là où il peut y avoir des conflits entre les deux équipes, bon bah là en fait, t'as un peu la personne qui va s'assurer qu'il y a le bon alignement de chaque côté. Et généralement, c'est un profil qui est très... Alors, soit très product marketing, soit très content, je trouve. Oui. Et j'ai l'impression, tu vois, par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport au sujet de RevOps, que finalement, c'est un peu le pendant du Sales Enablement, mais sur des sujets très Ops. Est-ce que ce serait un bon résumé ? Oui et non. En fait, Sales Enablement, alors je suis d'accord avec toi, il y a une dimension marketing qu'on peut retrouver, mais il ne fait pas que le pont entre le marketing et les sales, il peut faire le pont entre les sales et le produit. Tout à fait. De même qu'un PMM va faire le pont entre le marketing et le produit. Tout à fait. Mais il y a une dimension du Sales Enablement qui, effectivement, d'un point de vue purement process et data, en mode on a réinventé ton deal desk. Voilà comment il fonctionne aujourd'hui. Ton process d'upsell, voilà comment il fonctionne. Tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça. Vraiment basique de comment toute la tuyauterie fonctionne. Pour garder l'image du plombier. Et ça, pour le coup, c'est un peu ambigu. C'est que généralement, les RevOps ne veulent pas le faire. Donc, on le fait d'un point de vue... purement dans la continuité, donc on construit un process, ensuite on fait un training, mais si moi on me demandait de faire des trainings, 2 trainings par semaine, c'est pas mon métier, ça m'amuse pas, je peux le faire, mais voilà. Et donc très souvent, il y a des équipes de Sales Enablement qui débarquent, dont le rôle est de s'assurer qu'il y a le bon niveau de connaissance marketing, produit, marché, process, data. Mais le problème, c'est que c'est souvent pas eux qui construisent les process. Et donc, je me suis déjà retrouvée dans une espèce de situation absurde où on doit enabler le sales enablement pour qu'il puisse enabler derrière. Et donc là, c'est lunaire. Donc, encore une fois, c'est une histoire de cohérence et de logique. Il faut trouver le bon équilibre. Et s'il y a une équipe qu'il faut pondre à un moment, et faut que ce soit le bon volume d'équipe dans la bonne place dans l'organigramme, etc. Sinon, en fait, ça fait des allers-retours. Oui. Et encore une fois, on est dans une perte de temps. Oui. Sachant que l'objectif, c'est l'efficience, voilà. C'est un peu dommage. Voilà, exactement. Et parfois, tu as des incohérences comme ça où tu mets plein de monde pour optimiser l'efficacité, les process, etc. Et en fait, le monde en lui-même n'arrive pas à s'optimiser entre eux. Et du coup, on n'y arrive pas, quoi. Petite question aussi sur le sujet organisationnel, c'est le fait de travailler en équipe internationale. Quand tu travailles dans une équipe internationale, et notamment quand les équipes commerciales, souvent elles ont un marché très localisé, est-ce que toi du coup tu considères que le mieux c'est d'avoir les équipes Ops, RevOps, etc. au niveau du global et de faire le job pour l'ensemble des marchés, ou alors il faut plutôt localisé, ou il faut les 2 niveaux? Enfin, c'est quoi ta reco là-dessus? Tant que faire se peut, moi je préfère avoir quelque chose qui est centralisé, parce que, à partir du moment où les équipes internationales ont quand même une dynamique centralisée, dans le sens où c'est la même stratégie, c'est le même CRM. Voilà, c'est le même CRM. À ce moment-là, on a des RevOps centralisés. Il y a peut-être un moment où, de par ta taille et de par peut-être des réalités marché, peut-être qu'un pays A va pas avoir la même stratégie, les mêmes objectifs et les mêmes mécanismes que le pays B. Et à ce moment-là, ça peut avoir du sens d'avoir des RevOps dédiés, mais pour moi, c'est rentrer dans un niveau... Enfin, je l'ai jamais vraiment fait, je trouve que ça rentre dans un niveau de complexité pas forcément nécessaire, donc moi, je préfère centraliser. Mais peut-être que dans une entreprise, sur un Salesforce, peut-être que ça a du sens d'avoir des Salesforce par région, des RevOps par région. Mais tant que de par la contrainte. De par la contrainte, de par la taille, de par le fait qu'en fait, t'as des micro-boîtes dans une même boîte. Mais tant que t'es 500 000, ça a pas de sens, quoi. Autant avoir une grosse équipe RevOps, quitte à avoir des mini-segmentations et des
des micro-particularités par région, que ce soit en termes de target, de reporting, etc. Mais au maximum, essayer de centraliser. En fait, c'est toujours la même chose, c'est que tant que tu peux faire simple, fais simple. Oui. Ouais. C'est les mêmes logiques en attribution, c'est les mêmes logiques en process. Oui. Tant que tu peux faire simple, fais simple. Ouvre pas la boîte de Pandore pour essayer de faire un truc un peu fancy, ça sert à rien. Ok. Et là, chez Swan, vous êtes combien dans la team Ops ? On est 3. Ok. Et comment vous répartissez le boulot du coup ? T'as Jules qui chapeaute l'équipe, qui lui a... alors mécaniquement, il garde peut-être un peu des sujets Sales Ops parce qu'il les a fait historiquement, mais je pense que c'est minime. Et il a à sa charge la gestion de l'équipe, et notamment la collaboration avec toutes les équipes non GTM, compliance, finance, data, etc. Oui, parce que c'est un gros sujet chez vous. Voilà. Et ensuite, il y a Bastien qui va faire tout ce qui est pré-closing, lead gen, pipe gen, closing, donc sales ops, marketing ops, et moi qui prends toute la partie post-closing. Donc en fait, on fait une division funnel. Ok, très cool. C'est quoi les prochains challenges pour toi là chez Swan ? En fait, je construis tout. Donc, c'est ça le gros challenge. En fait, j'arrive dans une équipe qui est très stratégique parce que c'est cette équipe-là qui porte la croissance du revenu. Ouais. Contrairement à un SaaS classique où tu closes un deal, tu sais quel est ton ARR et du coup, il faut vraiment optimiser la signature. Chez Swan, la croissance du revenu vient de l'usage. L'usage du produit par les partenaires, l'implémentation des bonnes features et surtout l'usage du produit par les clients de nos partenaires. Donc toi, par exemple. Oui. Et donc moi, mon objectif, c'est de m'assurer que cette équipe-là qui gère les partenaires, qui crée les bonnes relations, qui s'aligne d'un point de vue produit, stratégie avec nos partenaires, soit la plus optimisée possible. Et jusqu'à présent, il y avait pas grand-chose. Il y avait une équipe, mais il n'y avait pas de CRM, il n'y avait pas de base de données client en tant que telle, il n'y a pas toutes ces choses-là, il y a des process minimalistes. Donc en fait, moi, mon objectif là, sur probablement les 2 années à venir, en tout cas, si j'estime bien ma charge de travail, on a le niveau 1 et c'est de passer au niveau 5. Et passer au niveau 5, ça veut dire vraiment, tu mets toutes les fondations. Donc, j'implémente un CRM, je mets les bons process, je revois toute la base de données, la façon dont on reporte, la façon dont on fait les targets, les routines de l'équipe, la façon dont les nouvelles personnes dans l'équipe sont onboardées, la façon dont l'équipe est formée au quotidien, toutes ces choses-là. Ok, donc là, grosse phase de build. Ouais. Mais c'est ce que j'aime bien. T'as le sourire quand tu le dis, donc je me dis, t'as l'air de kiffer. Ouais, mais tu vois, quand j'ai rejoint Pigment, c'était la même chose. Il y avait 4 personnes dans l'équipe marketing, il y avait tout à construire. Moi, j'arrive, on me fout là et j'ai une espèce de gros bac à sable et je build. Je suis ravie. Tu as l'air. Merci beaucoup Camille pour tout ce partage. Pour les personnes qui veulent suivre un peu ce que tu fais, on peut les envoyer sur ton LinkedIn ? Tout à fait. Génial. Eh ben, merci encore. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode maintenant. A priori, c'est plutôt bon signe. N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire. Et puis, on se dit à très vite pour le prochain épisode. Ciao. Merci Camille. Merci Jordan. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!